Ahlan wa sahlan, marhaban bikoun, bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission COP22 TV. Et bien ce que je vous propose tout de suite, c'est de rencontrer un grand acteur politique et associatif. Il s'agit de monsieur Fodé Sylla, je ne le présente même plus puisque on le surnomme ou on le nomme un grand frère. Un grand frère, il est ambassadeur itinérant auprès de la présidence et surtout auprès du président Macky Sall. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Oh, ce cher Adil Farkan. Comment ça va? Très bien. Vous allez bien? Comment le Sénégalais au Maroc? Incroyable, c'est qu'il fait toujours beau. Regardez ça. Qu'est-ce que vous pensez du climat Formidable. ici, Le climat, marocain? la nourriture. Vous connaissez comment je suis gourmand. Oui. Vous vous sentez chez vous ici, monsieur l'ambassadeur? Absolument. Oui. Surtout après les déclarations de Sa Majesté à Dakar, qui nous a fait quand même un immense plaisir d'aller faire. D'ailleurs, je crois que c'est le jour férié anniversaire de. C'est aujourd'hui. C'est le 18 novembre. 18 novembre. Absolument. Eh bien, figurez-vous, et vous le savez d'ailleurs, que c'est à Dakar qu'il a été faire justement cette annonce du 40e anniversaire. Il l'a fait à Dakar. Ça marque forcément. Je n'arrive pas à imaginer, mais ce serait un beau signal, qu'un jour, le 14 juillet, le président de la République française avait par exemple chez Angela Merkel faire une déclaration pareille, parce que c'est l'équivalent en termes de symbole. C'est fondateur. Oui. Et donc ça prouverait, et ça prouve à quel point il est attaché au fait que le Maroc retrouve sa place naturelle au sein de l'Union africaine. Je sais que vous avez deux pays. Vous avez la France, vous avez le Sénégal, parce que c'est votre pays d'origine, monsieur l'ambassadeur. Mais votre troisième pays, on peut le considérer aussi, c'est le Maroc. Absolument. Donc c'est votre troisième pays. C'est mon troisième pays. Je Mais peux vous dire, monsieur l'ambassadeur, je dirais même qu'on peut simplifier les choses. Marocain, Absolument. frère. Mais on peut même simplifier les choses. Oui. Je pense que vu l'élan de panafricanisme que Sa Majesté vient d'injecter dans ses relations avec les pays d'Afrique, on pourrait dire franco-africain. Franco-africain. Voilà, Vous parce aimez que- le thé? Absolument, merci. Allez, venez, justement, ce que je vous propose, c'est de découvrir le thé Formidable. aussi bon. Allez, Marocain. formidable. Je vais m'installer à côté de vous. La Bessalek, ça va. Salam alaikum. Ça va? Vous allez bien? Qu'est-ce que vous aimez manger dans la gastronomie marocaine? C'est quoi? C'est le couscous, le tagine, la pastilla, Préférence particulière pour la tagine. Parce que le couscous, j'ai l'impression que tout le monde le connaît. Oui. Au poulet, aux olives. C'est celle qu'on retrouve partout, C'est votre petite que j'étais faiblesse. mangé. C'est votre petite Absolument, que j'étais mangé à la Médina, que je vais manger chez mes amis. Quand on me dit qu'est-ce que tu veux manger? Ou alors couscous mais au poisson. Alors là, j'ai découvert ça au Maroc. Le couscous au poisson. Ah, j'aurais jamais pensé ça. Vous l'avez découvert ici au Maroc. Ouais, j'ai découvert ça au Maroc. Et vous avez- C'est rare, et c'est vous- rare. Et vous avez aimé? Ah bah j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré. Et alors, seconde chose, dites-moi, j'imagine que c'est pas votre premier passage, c'est pas une découverte pour vous le Maroc. Non, je suis venu depuis étudiant. Quand on est étudiant et qu'on veut découvrir l'Afrique avec mes petits camarades français, eh ben on venait au Maroc. C'était un peu moins loin que le Sénégal. Casa, Tétouan, voilà, Tanger, sont des villes que j'ai fréquentées. Après, j'ai eu, dans les années 90, avec mes amis, Julien Drey, même je venais régulièrement d'ailleurs rendre visite aussi à Bernard-Henri Lévy, à mon ami, voilà, absolument, hein, Julien Drey, qui a fondé SOS Racisme avec Harlem Désir, voilà. Dans les années 80 en Dans les- France. Absolument. Hein. Donc cette volonté de faire que des générations de jeunes scolarisés voilà, soient en solidarité avec des jeunes des quartiers. Donc votre premier amour, monsieur l'ambassadeur, est né quand vous étiez étudiant ici au Maroc. Pour le Maroc. Oui, pour le Maroc, oui. Quand j'étais étudiant, qu'on venait passer des vacances, je vais même vous raconter une anecdote. C'est qu'une année, j'avais perdu mon passeport. Et quand je suis arrivé, je voulais absolument rentrer. Et on m'a refoulé une première fois, je suis revenu une deuxième fois. Je me rappelle, j'étais avec mes amis Malik Tounès et Malik Bouti. Et là, on me dit, mais vous, on ne comprend pas. L'ensemble des gens rêvent d'aller vers le nord et vous voulez absolument descendre, aller retourner dans le nord. Vous savez, moi, j'ai commencé à militer, j'avais 20 ans. J'étais président des SOS Racisme, j'avais 26, 27 ans. J'étais député européen, j'avais 35 ans. J'ai été membre du Conseil économique et social à 40 ans. J'étais conseiller d'une fleuron de l'industrie française. Aujourd'hui, je suis ambassadeur itinérant. Honnêtement, moi, je suis pour le renouvellement des générations. Il y a d'autres gens qui méritent aussi d'être poussés, d'aller de l'avant. Quelle est la fonction qui vous a le plus plu?
Je ne sais pas s'il y a une fonction qui m'a le plus plu l'une qu'aux d'autres, mais j'avoue qu'avoir la chance de pouvoir représenter un pays comme le Sénégal est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est votre nouveau combat. C'est mon nouveau combat parce qu'en plus, c'est aussi un appel d'air qu'a fait le président de la République vis-à-vis de la diaspora. Vous et moi, aujourd'hui, Adil, nous sommes là et on essaie un peu de donner ce qu'on a appris aussi dans le Nord, en Occident, aussi bien à travers les médias. Je vois le combat de Khalid El Kandili, qui aujourd'hui est revenu créer une chaîne de télévision ici qui se bat contre la fracture numérique. Voilà, moi de mon côté, je reviens avec ces liens que j'ai avec l'Europe et vous-même, avec tout le travail que vous avez fait dans les médias en redonnant pas à nos pays. Je trouve ça très très beau. C'est l'avenir? C'est l'avenir. Oui, c'est l'avenir, mais ça appelle la responsabilité de tout le monde, mais aussi des Africains, notamment sur la question des femmes. On en parlera tout à l'heure. Justement, parlons-en. Ce que je vous propose tout de suite, monsieur l'ambassadeur, eh bien, c'est de faire un petit bilan de ce sommet. Avec grand plaisir. Venez, prenez place. Merci beaucoup. Prenez place. Alors, c'est vrai que, monsieur l'ambassadeur, j'aimerais avec vous qu'on pose un peu et qu'on brosse un premier bilan de cette COP22. Cette COP22, elle a été signe de quoi précisément au moment de la clôture? Je pense que déjà, il y a une chose qui est essentielle. C'est il y a un engagement politique global en faveur du climat de façon irréversible. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, regardez par exemple, on vient de vivre durant cette COP l'élection d'un nouveau président américain. Donald Trump. Donald Trump, qui est assez sceptique sur ces questions-là. Et bien malgré ça, la délégation américaine a continué à négocier, à travailler et à faire de Marrakech une COP de l'action comme on l'avait envisagé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quelles que soient les divergences qu'on ait pu avoir sur cette question-là, quels que soient les sujets d'affrontement, la question de la sauvegarde de la planète, la question de la lutte contre le gaz à effet de serre, la question de lutter contre les changements climatiques et la nécessité qu'il y a aujourd'hui à y apporter des réponses concrètes est quelque chose d'acquis au niveau des populations. Monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé de ce nouveau président Donald Trump. Ici à Marrakech, durant la COP22, il était au cœur justement des sujets. Ça a alimenté pas mal la COP22. Oui, et puis c'est normal parce que d'abord les États-Unis sont le deuxième pays pollueur au monde. Qui plus est, le président Barack Obama, lui pour le coup, s'était vraiment engagé de façon très très forte, notamment à Paris, aux côtés du président Hollande au moment de la COP 21. Il faut savoir qu'au Copenhague, en 2009, avait promis un financement, évalué le financement à 100 milliards de dollars par an. Mais c'est à Paris que la décision a été entérinée et c'est à la veille de la COP22 à Marrakech que 95 pays l'ont définitivement signé et cet accord contraignant. Donc c'est vrai que quand on pense à ce qu'avait fait à l'époque le président américain, comment il avait engagé tout son poids dans cette défense de la planète et qu'on a vu en plus toute une série de personnalités américaines, que ce soit Schwarzenegger avec Michel Saban dans le R20, qui sont les grandes régions du monde qui viennent en aide à ces questions-là, ou DiCaprio qui est une vedette internationale. Donc on peut peur que cette volonté d'un des pays les plus grands pollueurs du monde qui prend conscience que lui pollue, donc il doit payer, et que ce chemin qui avait commencé ce sur lequel les Américains avaient commencé à entraîner, parce que c'est quand même aussi la plus grande démocratie du monde, les populations à travers le monde ne s'arrêtent par l'élection de Donald Trump. Mais je vois que malgré ça, c'est ce que je disais, que la première vertu de cette COP, non seulement c'était celle de l'action, on reviendra dessus, mais c'est surtout celle qui fait qu'aujourd'hui on peut dire les populations sont mûres et nous sommes engagés de façon irréversible dans la lutte contre le changement climatique. Alors justement, parlons-en, monsieur l'ambassadeur, vous avez dit que cette COP 22, c'est la COP de l'action. Mais en même temps, certains reprochent à cette COP 22 de ne pas suffisamment avoir agi sur le plan d'une décision, d'une action concrète durant cette COP 22. Vous, monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que vous leur répondez ? Moi, je ne suis pas en charge de répondre sur toutes les questions, parce que moi-même, je suis plutôt
quelqu'un qui pense qu'aujourd'hui on pourrait aller beaucoup plus loin sur plein de sujets. Je pense que notamment la question des réfugiés climatiques n'est pas encore une préoccupation suffisante dans nos discussions. Je pense que la dimension de ces milliers de personnes qui sont déplacées mérite d'être aujourd'hui non seulement étudiée, révisée, moi je plaide même, et là je le fais à mon titre, en tant que personne qui a un engagement de toujours dans la lutte contre les discriminations, pour qu'il y ait un statut similaire au statut de l'OFPRA qui accueille les réfugiés politiques pour les réfugiés climatiques. Parce qu'en plus, vous savez, quand on regarde ces questions-là, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, c'est des populations entières, par exemple à cause de la déforestation, qui se retrouvent en mouvement, qui vont aller emplir les bidonvilles dans nos capitales. Et ce sont ces mêmes populations ensuite qui se retrouvent à errer dans les pays en guerre, à travers des tensions entre elles, où les femmes subissent des violences à l'intérieur de ces mouvements et arrivent dans les pays européens, occidentaux, et victimes là aussi de traitements différenciés, voire discriminatoires. Donc moi j'aurais voulu, par exemple, une question comme celle-ci soit encore plus au milieu des sujets. Mais par exemple, quelque chose de très important, Sa Majesté avait dit « je veux que cette COP soit la COP de l'Afrique ». Or, elle a été vraiment la COP de l'Afrique. Les préoccupations des Africains, l'assèchement par exemple du lac Tchad, le fait aujourd'hui de pouvoir continuer à protéger les forêts du Congo, qui sont le deuxième poumon de l'humanité après l'Amazonie, le fait de pouvoir parler de la muraille verte qui est de Djibouti au Sénégal, ou les pesticides par exemple, voilà exactement, sont des questions, le fait de pouvoir dire qu'il y a des pays en Afrique qui ont interdit les sacs plastiques comme le Rwanda, comment on peut le généraliser? Eh bien, il ne faut pas penser que c'est des petites anecdotes, tout ça. Tout ça, ça faisait partie de revendications, mais on ne les entendait pas suffisamment au niveau international. Et en même temps, le Maroc a un an pour prouver justement que cette COP, c'est la COP de l'action. Vous l'avez dit, hein, Sa Majesté le roi Mohamed VI l'a régulièrement rappelé dans ses différents discours. Et en même temps, il se donne un an pour évidemment démontrer et montrer qu'il est possible de la COP 21, cette transition à la COP 22, de mettre en action et de mettre en œuvre justement ces négociations. Vous avez raison, c'est une véritable résilience face au changement climatique du Maroc, de l'Afrique et de l'ensemble de la planète quelque part. Et donc ça veut dire que l'ensemble des productions que nous devons faire aujourd'hui et qui doivent avoir comme objectif de produire le moins de carbone dans nos économies, dans nos productions agricoles, dans nos productions industrielles, et doivent aller tendre vers ça. Et ce qui rend crédible la démarche et les paroles de Sa Majesté, c'est que le Maroc lui-même s'est engagé à ce que dans l'horizon 2030, 52% de sa production énergétique soit des renouvelables. Bon. Et que lorsque un pays comme le Sénégal vient avec le président Macky Sall, il vient avec le fait qu'il vient d'inaugurer la plus grande centrale solaire de production d'énergie. Donc à partir de ce moment-là, force est de constater que des efforts sont faits sur le continent et qu'avant même d'attendre tous les financements, etc., des choses sont enclenchées, qu'aujourd'hui on voit bien qu'on a... Justement, vous avez senti une véritable mobilisation des chefs d'État, des ministres, ici, durant cette COP 22, oui, vraiment. Et notamment plus précisément des Africains. Notamment des Africains, voilà. Je pense que c'était d'autant plus important qu'il fallait aussi démontrer, et je le répète une fois de plus, qu'on parle beaucoup du changement climatique, comme vous le savez, dans les pays du Nord depuis très longtemps. Mais c'est en Afrique qu'il y a l'érosion côtière, la déforestation, la désertification. Et donc, je pense que tout ça faisait qu'ils avaient des choses à dire. Et à l'intérieur, par exemple, des COP, une question, par exemple, qui n'a pas souvent été prise en compte, parce que tout est lié, parce qu'il y a le financement, il y a aussi les acteurs, des gens qui vont porter des projets. À la COP 14, je crois, qui s'est tenue en Pologne, la question des femmes n'était pas du tout abordée, mais même pas mentionnée. Il a fallu attendre 2009 pour que la question du genre, et qu'on commence à parler de la place des femmes face au changement climatique. Là, on a parlé à Marrakech de la place des femmes africaines dans le changement climatique. En partant du principe, tout simplement, c'est qu'on s'aperçoit que voilà, que les femmes sont beaucoup plus vulnérables
au changement climatique lorsqu'il y a des inondations, lorsqu'il y a des sécheresses. Vous êtes en train de me dire, monsieur l'ambassadeur, que les femmes africaines sont au cœur désormais de ce Par exemple, de ce non seulement elles dispositif. sont au cœur, mais c'était logique. Les femmes africaines, elles s'occupent de quoi à longueur de temps? Des choses essentielles. Comment approvisionner en nourriture, comment aller approvisionner en combustible, comment aller chercher de l'eau, comment s'occuper de la cohésion de la famille, des vieillards, des personnes malades. Or, quand il y a des sécheresses ou quand il y a des problèmes d'inondation, qui est là pour s'occuper de la dernière personne qui est là, qu'il ne faut pas laisser sur place? Ce sont les femmes. Qui doit aller chercher? Donc ça décuple leur temps de travail. Et effectivement, ça leur fait prendre des charges supplémentaires alors qu'elles sont au cœur du dispositif. Vous êtes en train de me dire, on n'aurait pas pu entendre ces discours-là il y a encore quelques années dans les COP. Vous êtes en train de me dire, monsieur l'ambassadeur, que les femmes désormais, plus précisément les femmes africaines, la COP22, c'est elle? Ah bah écoutez, moi, honnêtement, il y a une décision qui doit être prise là sur les fonds verts. À qui doit-on l'accorder? Moi, je pense que s'il y a un fonds vert qui est créé, pour être clair, il faut l'affréter aux actions des femmes, et particulièrement des femmes qui sont en Afrique, au Sri Lanka ou dans le Pacifique, là où, effectivement, les changements climatiques bouleversent le plus. Et vous savez, au moment des 70% de femmes ont disparu au moment des inondations et des tsunamis en Asie. Parce qu'aussi, il y a une façon, il y a notre lien à l'éducation. Aujourd'hui, on n'apprend pas aux petites filles à nager, même en Afrique ou en Asie. C'est les garçons qui savent nager. Donc, quand il y a une inondation, elles nagent. Il y a tout à faire. Les jeunes filles ne montent pas aux arbres. Les jeunes filles, souvent, on les empêche de sortir seules. Donc, ce réflexe de s'en sortir quand il y a un problème, elles n'ont pas automatiquement. Et puis, elles vont toujours rester une fois de plus à s'occuper de la personne malade. Donc, je pense que véritablement, à construire, à reconstruire. Tout est pas forcément à reconstruire, mais la prise en compte, puisqu'on parle de qu'est-ce qu'a apporté concrètement Marrakech, la COP22 a permis au moins aux populations les plus touchées dans l'ensemble de ces bouleversements de la planète qui sont les plus vulnérables, que sont les femmes, les enfants, dans les pays du Sud, par exemple, qu'on les entende. Et rien que ça, c'est énorme. Et par exemple, aujourd'hui, on pourrait aller... Maintenant, il s'agit pour chaque pays, parce que ce n'est pas le tout de faire une conférence, et Sa Majesté, s'il veut démontrer dans un an qu'il a réussi, s'il y a une condition sine qua non, que tous les pays arrivent avec des plans d'action en disant, voilà, dans telle industrie, dans tel projet agricole, voilà comment j'ai décidé d'adapter ma production au fait qu'il fasse le moins de carbone possible, qu'ils disent, voilà le plan de formation que j'ai prévu pour, par exemple, quelque chose de tout simple. On sait tous aujourd'hui que malgré la mécanisation, lorsqu'on est dans un champ, lorsqu'on est dans des grands travaux agricoles, on sait qu'on peut être aidé par les moyens de technologie modernes, que ça aide énormément, aussi bien dans le tri, de ce qu'on va semer, que dans l'évolution de ce qu'on a semé, dans la récolte, dans la distribution. Aujourd'hui, on pourrait peut-être former toute une série de femmes qui sont dans le maraîchage ou des hommes qui travaillent dans la forêt ou qui travaillent dans la brousse ou qui cultivent. On pourrait former l'ensemble de ces gens-là à pouvoir se servir des moyens de technologie moderne. Ça veut dire que les pays africains fassent en sorte que cette formation puisse se faire vis-à-vis de ces personnes. Et si chaque pays arrive avec un plan réellement de dire je m'engage, et on sait tout le monde n'est pas exemplaire, mais je m'engage moi à ce que dans ma production agricole, dans ma production industrielle, voilà ce que je vais faire et voilà à quoi va servir les financements. Souhaitons-le. Voilà. Dites-moi, monsieur l'ambassadeur, donc finalement, durant cette COP22 à Marrakech, une histoire est née, une dynamique est lancée. Oui, vous avez raison, non seulement une dynamique est lancée, mais je dirais que quelque part, elle a surtout permis de mesurer aujourd'hui que plus personne n'est à l'abri de ces questions-là. Voilà. C'est qu'il y a eu d'abord les scientifiques qui sont réunis pour dire attention, ça va mal. On a commencé à donner des signaux, on a eu des alertes, on a eu des grands hommes qui nous ont alertés, mais ça date d'il y a longtemps. Je dirais de Cousteau, quelque part à Nicolas Hulot, on a été souvent alertés de ce qui était en train de se passer. On voit aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont engagés depuis longtemps au quotidien, qui font attention. On voit surtout que des pays se sont développés, industrialisés, en polluant la planète. Et qu'aujourd'hui, on voit que sur un continent comme le nôtre, nous aussi, on a notre part de responsabilité.
Donc cette dynamique-là, elle vient confirmer le fait que l'ensemble de l'humanité, nous sommes aujourd'hui liés en tout cas sur cette question-là. Allez, monsieur l'ambassadeur, je vous laisse le dernier mot. Qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer à tous celles et ceux qui vous regardent? D'abord dire que cette COP a été aussi l'occasion pour Sa Majesté, pour les Marocains, de recevoir le monde entier. C'est pas facile. En faisant Ça a été un succès ou pas? Un succès de ce point de vue-là. On a échangé, on repart tous avec plein d'images, on a rencontré des gens du monde entier sur un continent qui n'a pas l'habitude d'accueillir forcément les grandes manifestations. J'ai envie de dire aussi que pour ma part, des premiers souvenirs que j'avais quand je suis arrivé en France dans une famille d'adoption où effectivement j'habitais dans un quartier à Sablé-sur-Sarthe, dans la Sarthe où j'étais le seul petit noir, ce sont des familles Mouda, des familles de la famille de Belkacem Lawar. Ce sont ces familles maghrébines qui me faisaient manger le couscous et qui se sont occupées de moi, qui ont participé à mon évolution. Donc revenir ici aujourd'hui en tant que Sénégalais qui a grandi en France, voilà, c'est une façon aussi de me rappeler de ces souvenirs de tous ces enfants avec lesquels j'ai grandi, les Belkacem, les Amar. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour cette, un an de cette COP22? Que Dieu veille sur nous tous et qu'il nous apporte de la santé, mais aussi qu'on soit toujours plus solidaires et qu'on soit bienveillant vis-à-vis des réfugiés climatiques et de ces hommes et de ces femmes qui meurent en essayant de trouver un peu de bien-être. Monsieur l'ambassadeur, merci de votre grand merci. À vous, merci. À bientôt alors. À très bientôt. À très bientôt. Merci à vous tous de nous avoir suivis ici même au Mövenpick où nous venons d'assister évidemment à un premier bilan de la COP22. Nous allons suivre tout cela durant cette année, puisque vous le savez, le Maroc désormais a une lourde tâche qui l'attend, la COP22. Et nous serons là pour dresser le bilan et pour en parler, pour relayer tout cela. À très bientôt.